Racisme amnésique dans la série House of the Dragon. De toute évidence, Hollywood a ouvert le temps de la déconstruction historique. C'en est fini de la cohérence et du bon sens. Hollywood accorde désormais un certificat de légitimité à ce que l'on pourrait nommer l'adventisme wokiste. La prédication sur le théâtre mondialisé d'un nouvel évangile du vivre ensemble n'est au fond rien d'autre qu'un déni de réalité à visage découvert. Les heures passées à regarder ces épisodes m'ont emprisonné dans une représentation idéologisée du déroulé psychopolitique habituel du monde. Les personnages déployés dans ce narratif moyenâgeux, et qui ont assurément toutes les caractéristiques psychologiques issues de la nature pécheresse de l'homme, ne font preuve d'aucune inimitié raciale. En effet, ces vies shakespearianisées, calquées sur celles décrites par un certain Nicolas Machiavel, dont le regard fut bien plus qu'un scalpel pour mettre à nu le système nerveux des princes de ce monde, nous offrent bien le spectacle de la haine, de la jalousie et de la vengeance, sans qu'aucune d'entre elles ne fasse preuve de racisme. Bien que ce sentiment soit profondément enraciné dans la nature humaine, nos personnages semblent en être miraculeusement épargnés, selon la définition consensuelle de la nature du racisme. Autrement dit, la pensée unique sous-entend que le racisme est une spécificité occidentale. Le spectateur devra réfléchir à une telle hérésie, car greffer les Africains dans un imaginaire européen, sans discrimination ni distinction, comme si la couleur de peau ne comptait pas, tient de l'incohérence. C'est surtout une aberration historique, mais selon le point de vue progressiste, c'est un arrangement des plus convenables. Cette mascarade transgresse tout sans limite aucune. Cette nouvelle école de la pensée, issue du déconstructivisme, assure pouvoir homogénéiser l'huile et l'eau, mais ne pouvant se résoudre à admettre l'échec du vivre ensemble sur le terrain du réel, elle tient à le matérialiser d'une manière ou d'une autre sur la scène du spectacle mondialisé. En conquérant le territoire de la culture cinématographique et en lui imposant un développement massif de la mixité ethnique, cette école de la domesticité mentale veut prouver que son manifeste du vivre ensemble est réalisable. Ainsi, dans ce monde imaginaire, les protagonistes noirs comme les protagonistes blancs ne se détestent pas pour leur couleur de peau. Ce qui apparaît au premier regard comme une vision positive est en vérité le fruit d'une pensée politique qui vise essentiellement à conditionner le spectateur au vivre ensemble. En créant un passé commun sans racisme, le spectateur idéalise l'idée du vivre ensemble. On est sur le territoire de l'idéologie fantasmée qui use du spectacle comme ambassadeur du vivre ensemble. La série, en reprenant les codes esthétiques du Moyen-Âge et son goût fin pour les belles parures, s'appuie sur une manière d'être historique que l'on peut voir s'exprimer de manière très précise dans les très riches heures ducs de Berry, ici. Tout ce décorum moyenâgeux facilite la prise en charge émotionnelle du spectateur. En effet, cet enchantement visuel qui définit à la fois un art de vivre et un art de l'élégance favorise l'adhésion au narratif. Mais tout ce raffinement est corrompu par la théâtralisation bestiale de la sexualité. Et étrangement, cette même bestialité ne prend pas racine dans le racisme. Ce moment ultime de refondation anthropologique met donc en scène une intemporalité antiracialiste. Mais cette construction artificielle a ses limites. En effet, dans l'épisode 7, la vérité pointe le bout de son nez. Les créateurs n'ont pas pu évincer la distinction raciale. Ils ont laissé au spectateur le soin d'opérer lui-même cette distinction. Voyez ici. Moi. Et toi, petit? Où as-tu entendu de telles calomnies? Egon! Dis-moi la vérité! Nous le savons, Père. Tout le monde le sait. Tout le monde. Regardez-les bien. Dans cette scène, le roi Viserys refuse la vérité anthropologique. Son fils Aegon affirme nerveusement que tout le monde le sait, tout le monde. « Regardez-les bien, dit-il à son père, qui est forcé de constater que ses petits-fils n'ont pas reçu l'héritage génétique de leur géniteur, qui est de sang mêlé.
Les deux plans qui suivent montrent tour à tour la famille Targaryen, qui est blanche, ici à gauche, puis la famille Velaryon, qui est noire, ici à droite. Les deux enfants de la princesse Rhaenyra Targaryen, à gauche, sont censés avoir comme père le fils de Lord Corlys Velaryon, à droite. Bien entendu, rien n'est dit sur la couleur de la peau. On laissera le soin au spectateur de faire la distinction en imaginant qu'il la fera sur la blancheur des cheveux, particularité du sang Targaryen. Mais revenons un instant sur les propos d'Aegon. Celui-ci dit « Tout le monde le sait, tout le monde ». Cette tirade est simplement révélatrice de la perception naturelle qui permet à l'homme de discerner selon la couleur de la peau. Et c'est là le vice. Cette démagogie a ses limites. Elle ne peut pas empêcher la perception naturelle de reprendre son droit. En réalité, le narratif retient la différenciation par la couleur de la peau pour ne pas avoir à se prendre les pieds dans son propre tapis. On nous a bassinés avec l'affaire Adama Traoré et la mort de George Floyd. On nous a psalmodié le racisme congénital des Blancs pour en faire un péché indépassable, voire impardonnable. Et pourtant, dans notre série, il n'y a aucune scène raciste. Pourquoi alors avoir évacué cette attitude d'hostilité si particulière ? On peut trouver un premier élément de réponse dans le fait d'humilier le spectateur occidental pour rehausser la fierté du spectateur africain. En matérialisant une histoire commune, les créateurs de la série ont altéré la spécificité de l'héritage civilisationnel de l'homme blanc. En profanant de la sorte l'imaginaire européen, ils ont défini un nouveau passé pour refonder l'origine ethnique de la civilisation occidentale. C'est-à-dire en amalgamant historiquement l'homme blanc et l'homme noir, ils ont métissé l'Occident. Cette indistinction civilisationnelle, fabriquée de toutes pièces, vise à créer un nouveau vivre ensemble afin de constituer un socle historique imaginaire au vivre ensemble réel. Ce vivre ensemble doit se faire au détriment de l'idiosyncrasie, de l'ipséité et de l'éthos respectif de chaque peuple. Nous pouvons désormais déterminer un second élément de réponse. En effet, cette dynamique culturelle que l'on retrouve également dans la série Les Anneaux du Pouvoir, ici, autre avatar cinématographique de l'œuvre de John R.R. Tolkien, est assez perverse parce qu'elle contient une contradiction idéologique majeure. En effet, les créateurs de la série et l'écrivain George R.R. Martin, bien qu'ayant cédé à l'idéologie wokiste, ont créé un imaginaire assimilationniste au monde occidental. Les personnages africains de la série ont adopté la manière d'être des Occidentaux en s'appropriant intégralement leurs mœurs, leur culture, leur langue et leur manière de penser. C'est la confusion des identités profondes. L'homme noir doit devenir identique à l'homme blanc, fini ses racines spécifiques. À défaut de pouvoir changer sa couleur de peau, on change la couleur de ses cheveux. Ici, tous les personnages principaux noirs de la série ont les cheveux blancs, mais pas ce blanc qui est l'empreinte de la vieillesse, mais un blanc originel comme peut l'être la blondeur des cheveux. C'est le signe distinctif de cette assimilation au monde des Blancs. Les cheveux sont le prolongement de la boîte crânienne, symbolisant en quelque sorte la disposition psychologique de l'individu. En ce sens, dans notre série, le blanc des cheveux matérialise la volonté d'appartenir au monde des Blancs. On peut retrouver cette volonté dans ces Africains qui teintent leurs cheveux en blond ou ces Africaines qui portent des perruques blondes. Cette amorce d'assimilation esthétique traduit un refoulement partiel de leur spécificité génétique. Les propos de Lord Corlys dans l'épisode final de la première saison entérinent l'idée par le sang. L'homme noir et l'homme blanc ont le même sang. Voyez, ici. Le royaume de votre père était une terre de justice et d'honneur. Nos maisons sont liées par un sang commun et une cause commune. En somme, le spectateur se doute mais ne réalise pas vraiment que la fabrication du consentement est à l'œuvre. Soucieux de passer du bon temps dans les arcanes du pouvoir et d'y voir tout le mal s'exercer, il ne conscientise pas qu'il est le jouet d'une idéologie qui s'est glissé dans un narratif pour y imposer son propre narratif. Le spectateur ne comprend pas le caractère manipulateur du spectacle. Il est persuadé d'être initié à des savoirs essentiels qui sont censés le mener à un certain degré d'achèvement moral et intellectuel.
ignorant au contraire qu'il est programmé à réceptionner une pensée toute faite. C'est l'installation au cœur du spectateur de la passivité intellectuelle. Les films Matrix et Inception, ici, sont révélateurs de ce mécanisme. En réalité, les spectateurs qui ont apprécié ces longs métrages sont les plus dociles au système. Une fois le film consommé, il retombe inévitablement dans la paresse intellectuelle. Le spectateur est comme un poisson rouge dans son bocal. Il tourne en rond. Il ne se rend pas compte qu'il ne progresse pas, qu'il est dans une situation d'éternel recommencement. La salle de cinéma est comme ce bocal pour poisson rouge. Elle maintient le spectateur dans une passivité intellectuelle qui le conduit progressivement à rejeter le réel pour épouser le réel fantasmé qui est le noyau de son activité intellectuelle. Il est donc incapable de réaliser que le spectacle le fait tourner en rond. Cette série centrée sur la conquête du pouvoir, où les appétits pour la vengeance et la trahison sont raffinés avant d'être exploités, hypothèque sur l'idée que blancs et noirs peuvent concourir sur un pied d'égalité au poste suprême. Il est à noter que les peuples qui constituent l'écosystème anthropologique de ce monde sont composés essentiellement de blancs. En ce sens, ce rapport hiérarchique métissé n'est pas représentatif du fond anthropologique. Il y a bien un métissage par le haut entre membres des familles royales, mais pas par le bas où le peuple est très majoritairement composé de blancs. Cette minorité noire doit donc rester minoritaire pour que la dynamique d'assimilation soit efficace. À la lumière de cette logique psychopolitique, la représentativité d'une communauté noire au sein d'un monde blanc synthétise au niveau national l'idée positive de la minorité. Les scénaristes de cet entremêlement ont donc un penchant certain pour le grand remplacement. Ils ont profité du besoin avide des spectateurs de voir vengeance et crime s'accoupler devant leurs yeux pour insérer ingénieusement la perspective positive du brassage ethnique. Ce processus avait déjà été exploité dans la série 24 heures chrono, ici à gauche, diffusée à partir du 6 novembre 2001 et dans laquelle un Afro-Américain jouait le rôle du président des États-Unis, ici à droite. La série eut un succès considérable et fut exploitée jusqu'au 24 mai 2010. Et le 20 janvier 2009, Barack Obama devint le premier président noir des États-Unis. Cette théopsychologie cinématographique engendre donc une naïveté raffinée qui est une variante de l'hypnose de masse. Le spectateur est à la merci d'une machinerie ingénieusement fabriquée qui progressivement lui ôte tout esprit critique pour le programmer à tout accepter. Cette spectacularisation forcée du brassage ethnique est censée produire une valeur d'authenticité à caractère thérapeutique. À ce jeu-là, le spectateur devenu peu regardant, installé confortablement dans son fauteuil, est réceptif à cette théologie laïque qui, entre meurtre et massacre, distille l'idée que les hommes ont le droit de tuer et de massacrer, mais pas pour des motifs raciaux.